Alors, bienvenue dans un nouvel épisode d'entrepreneuriat du blog Entreprendre et Voyager. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alexis Minkela, créateur du créateur du podcast Tribu ND, on va y arriver. Merci beaucoup et puis bravo déjà pour le lancement de ton nouveau livre dont on va parler bien évidemment aussi. Merci beaucoup Marion pour l'invitation et avec plaisir pour échanger avec toi sur la prochaine demi-heure. Ouais, tout à fait. Alors moi, le but vraiment, c'est d'accueillir différents profils d'entrepreneurs, de comprendre un petit peu leur histoire, où ils en sont, leurs projets, leurs difficultés, etc. Alors, je veux bien que tu te présentes déjà pour les personnes qui ne te connaissent pas en quelques mots. Alors du coup, je m'appelle effectivement Alexis et je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé. C'est d'ailleurs comme ça que la plupart des gens me connaissent aujourd'hui. Un podcast que j'ai lancé en mars 2019 où l'objectif était, et toujours le cas d'ailleurs, mais de permettre à tous les freelances, tous les indépendants de pouvoir progresser dans leur activité. Et pour ça, je me suis dit que le meilleur moyen de partager de l'information et du contenu, c'était d'aller interroger d'autres indépendants qui étaient plus avancés que moi. Et c'est ce que j'ai fait avec ce podcast depuis maintenant 2 ans. Et comme tu l'as dit, je suis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, aux éditions Erol, qui a été lancé le 14 janvier après une petite rupture de stock. Il est maintenant de nouveau disponible. Et puis moi, je suis moi-même aussi, et c'est important quand même de le rappeler, je suis aussi freelance. C'est comme ça aujourd'hui que je gagne ma vie à 80%. Donc, je suis freelance sur des sujets de copywriting, donc liés à la création de contenu, à l'optimisation des conversions, etc., pour des entreprises plutôt en B2B. D'accord. Alors, j'ai plein de questions pour toi. On va essayer d'y aller par étapes. Donc, on va revenir un petit peu d'abord sur ton parcours de freelance. Comment ça t'est venu le copywriting? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement qui était déjà en toi et tu penses que c'est une suite logique ou c'est quelque chose que tu as vraiment découvert sur le tard? Comment tu t'es lancé en copywriting? Le sujet du copywriting, ça remonte lorsque j'étais encore étudiant, notamment sur un stage de fin d'études, où en fait je travaille pour une entreprise qui s'appelle Toucantoco, qui est une startup B2B. Et en fait, c'est ma première vraie grosse expérience, je te dirais, entrepreneuriale, où j'apprends à faire du marketing pour de vrai. Si tu veux, je suis plus dans les conseils, les idées que je peux avoir, etc. Là, pour une fois, j'applique vraiment concrètement dans un milieu entreprise où il faut générer de l'argent, générer du business. Et donc, c'est là où je fais un peu mes armes sur la partie copywriting et création de contenu. Je sépare un petit peu les deux, mais du coup, sur la partie vraiment copywriting, c'est-à-dire comment est-ce que je peux écrire pour engager, pour améliorer des conversions, etc. Et il se trouve que, en fait, je détecte qu'il y a un vrai enjeu et un vrai besoin sur des secteurs B2B. Généralement, les copywriters, on les entend souvent, ils sont souvent très visibles du côté des infopreneurs, des personnes qui vendent des formations et de l'information sur Internet. Mais finalement, donc plutôt pour une cible B2C, B2B, mais très indépendant. Et en fait, on voit assez peu ce sujet-là. Et pourtant, c'est les mêmes objectifs de faire du chiffre et de faire du business. On le voit assez peu dans un monde B2B des entreprises qui vendent à d'autres entreprises. Et là, en fait, je détecte une première opportunité. Je me rends compte aussi dans cette boîte-là, il se trouve que toute la partie RH et recrutement, elle était gérée par l'équipe marketing parce qu'on considérait que globalement, en fait, faire du recrutement, c'est faire du marketing et la manière dont on adresse nos clients ressemble exactement à ce qu'on propose quand on adresse des candidats. Et là-dessus, en fait, je me rends compte qu'en marketing, extrêmement compliqué, même en stage, même sur des CDD, même en freelance, extrêmement difficile de trouver des bons copywriters pour nous aider parce que c'était une petite équipe à l'époque et on avait besoin de ressources. Et je me dis, attends, il y a un besoin notamment des entreprises en B2B. En face, il n'y a pas forcément de demande, enfin d'offres, pardon. Je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, c'est là où je commence à creuser. Il se trouve qu'en parallèle de cette première expérience B2B, je continue à travailler avec eux en freelance parce que justement, ils ne trouvent pas d'autres personnes pour me remplacer. Et donc, tu vois, j'avais montré ce que je savais faire et mes compétences avaient suffisamment de valeur pour qu'ils puissent me payer au-delà d'un stage. Et puis, en fait, cette première mission freelance-là, on entraîne d'autres et je commence à travailler sur des sujets de copywriting, de création de contenu, vraiment focalisés B2B. Et c'est là où, en fait, je commence à mettre un pied dans tout l'écosystème entrepreneurial slash startup qui sont aujourd'hui ma cible. Et c'est là où je me dis, tiens, il y a un truc parce que assez peu de personnes ont un positionnement, assez peu d'indépendants ont un positionnement vraiment axé et tourné B2B. Et c'est là où je me dis, en fait, il y a de la demande. Il y a de la demande des entreprises d'avoir des copywriters
avec qui travailler. Et en face, il n'y a pas forcément de profil où on se dit, OK, en fait, j'ai besoin d'un copywriter B2B à qui je pense directement. Donc, c'est un peu comme ça que j'arrive sur le sujet du copywriting. Moi, c'est un sujet qui me plaît, donc il y avait une notion un peu plaisir et juste en fait le kiff de faire ça. Et puis il y avait une opportunité marché, quoi. Il y avait une opportunité marché où je me suis dit, en fait, il y a une demande, je m'engouffre dedans et je me positionne comme ça et je me market aussi en tant que personne de cette manière-là. Alors, ouais, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est qu'est-ce que tu préfères dans le B2B? Et finalement, tu considères qu'en fait, tu t'es lancé en tant que freelance euh, par opportunité, par hasard. Tu n'avais pas spécialement prévu peut-être de te lancer en tant qu'indépendant aussi rapidement. Est-ce que j'ai bien raison? Est-ce que c'est bien ça? Et qu'est-ce que tu préfères dans le B2B? Alors du coup, première question sur le B2B, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, tu vois, inconsciemment, tu te dis, en fait, le B2B, c'est pas le truc le plus sexy au monde, quoi. C'est généralement, en plus, des industries qui sont un peu techniques, des entreprises qui vendent à d'autres entreprises, tu te dis, OK, c'est un peu plus complexe. Déjà, en fait, les cycles de vente sont beaucoup plus complexes que si moi, j'ai un produit, par exemple, j'ai une application mobile où j'ai un service bancaire, je le vends à des consommateurs, à des particuliers. Si tu veux, le cycle de vente est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup moins de négociations, il y a beaucoup moins d'échanges, etc. Donc, la partie marketing est aussi vachement différente. Et moi, je trouvais il y avait un vrai. Déjà, premier sujet, c'est que c'est une réalité. Dans le B2B, il y a déjà plus d'argent que dans le B2C parce que les cycles de vente sont plus longs, les paniers moyens sont plus intéressants. Donc, en tant que prestataire slash partenaire, en fait, c'est aussi intéressant financièrement de travailler sur des sujets B2B. Deuxième point, les barrières à l'entrée sont quand même fortes. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui, en fait, tu as assez peu de copywriters B2B? Parce que tu as une première barrière à l'entrée qui est les sujets traités. Moi, je me positionne sur des boîtes SaaS, donc Software as a Service, qui ont des cycles et des manières de se marketer et de vendre qui sont particuliers. Je suis plutôt sur des industries assez tech, avec des produits un peu tech derrière. Pareil, en fait, comment je suis arrivé sur ce milieu-là, c'est parce que j'ai travaillé pour des plateformes de freelance, j'ai travaillé pour des entreprises SaaS, et donc je me suis un petit peu, j'ai appris en fait sur le marché de cette manière-là, et donc j'ai créé une barrière à l'entrée parce que bah, si demain tu te lances à la sortie de tes études, c'est quand même plus compliqué parce que c'est quelque chose que tu maîtrises moins. Si tu vas vendre, tu vas marketer une app sur l'App Store ou sur Google Play, bah, en fait, c'est simple parce que tu peux facilement avoir accès à l'application, tu peux comprendre un peu les besoins, etc. Sur du B2B, tu n'es jamais Oui. vraiment client en fait, de ce genre de solution. Donc, avantage concurrentiel. En fait, je me dis, j'ai déjà un pied là-dedans. Si je creuse encore plus, en fait, je vais me créer une sorte de gros avantage compétitif par rapport à tous les free. Et puis, en fait, moi, j'aime beaucoup les challenges parce que c'est un peu plus compliqué. Et encore une fois, les cycles sont plus longs. C'est un peu plus subtil en termes de marketing. Tu vois, je ne peux pas utiliser les mêmes codes que le B2C. Je ne peux pas jouer sur les mêmes sujets comme la peur, l'urgence, etc. Je ne peux pas être aussi direct quand, Oui, c'est ça. quand on s'adresse à des entreprises. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est voilà pourquoi je trouve ça vraiment intéressant. Et encore une fois, il y a beaucoup de projets et il y a aussi plus de marge de manœuvre. Les équipes sont aussi plus intéressantes, en tout cas de mon point de vue. Donc c'est pour ça sur la partie B2B. Et pour répondre à ta deuxième question sur est-ce que en fait tout était prévu, est-ce que le plan était prévu? Écoute, non. Sans storytelling, en étant hyper concret et réaliste avec toi et transparent, c'était pas prévu. En fait, moi, je crée mon statut d'auto-entrepreneur. On est en 2017, à la suite de ce stage de fin d'études, qui n'était pas vraiment un stage de fin d'études, mais globalement, il me restait quelques mois de cours. Mm. Et en fait, c'est eux qui me proposent qui me proposent de continuer en freelance avec eux. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à créer un statut d'auto-entrepreneur. Et je me dis, bon, bah, j'ai un statut d'auto-entrepreneur. Est-ce que j'irai pas chercher deux, trois autres missions comme ça? Parce qu'en fait, il y a un truc assez, c'est assez grisant, tu vois. La première facture que tu fais, tu te Ouais. dis, c'est assez fou, tu vois. En fait, tu es tout seul. euh, Tu comptes sur toi-même, sur tes compétences, sur ta compréhension du marché, sur tes négociations, etc. Et en fait, tu factures tout seul. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas de cadre entreprise, etc. Et ce truc-là, en fait, c'est une sorte de pic de dopamine comme on peut avoir sur les réseaux sociaux. Bah, moi, en fait, c'est en facturant mes premiers clients. Et en fait, si tu veux, j'ai jamais arrêté. C'est-à-dire que euh, quand on est venu me chercher pour mon premier job en CDI où je travaillais pour une plateforme de freelance, même à côté de ce job-là, le soir et le week-end, en fait, je travaillais sur des missions clients de temps en temps parce qu'en fait, et j'avais pas besoin d'argent puisque j'avais déjà mon Oui. salaire. Donc, c'était plutôt, tu vois, une notion de kiff, de plaisir, de me dire, il y a des gens qui sont prêts à payer pour mes compétences. C'est un truc assez dingue. Et donc, c'est comme ça que, par inadvertance, en fait, tu vois, je me retrouve
à être freelance à côté de mes études puis de mon premier job. Et c'est vraiment, tu vois, en décembre 2018, janvier 2019, où là, je quitte cette boîte-là, je me lance à temps plein. Et là, en fait, entre faire du freelancing de temps en temps et te lancer vraiment à temps plein, tu vois, c'est un peu, je parle souvent de ligue ou de niveau supérieur, c'est plus du tout les mêmes enjeux, c'est plus du tout aussi la même préparation et le même quotidien. Et c'est là où, tu vois, en fait, moi, ce que j'appelle, il faut passer d'un statut d'amateur à un statut professionnel. Et donc, c'est là où ensuite j'ai créé Tribu Indé et puis je suis allé essayer d'aller chercher de l'apprentissage et des connaissances chez des indépendants qui étaient bien plus expérimentés que moi pour apprendre beaucoup plus vite. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, t'avais déjà un pied dedans, que tu as continué à poursuivre. Et après, comme tu dis, bah, tu as passé un prochain palier. Et en passant ce prochain palier, tu es aussi quelque part revenu à l'essentiel de te dire, attends, je suis encore, entre guillemets, qu'un débutant là-dedans et je vais aller chercher encore d'autres compétences supérieures auprès de d'autres entrepreneurs. Donc, ça, c'est hyper intéressant, en fait. C'est Mais le... tu- hmm. Et tu vois, je pense qu'il y a deux choses qui sont intéressantes là-dedans. Et tu vois, si on prend du recul, parce qu'aujourd'hui, si des personnes me rencontrent aujourd'hui, ils se disent, mais en fait, ok, ça coule de source, il y a Tribu Indé, il y a un livre, il y a un podcast, il y a un site, ça va dans tout. Enfin, je veux dire, oui, ok, c'est normal que le gars soit freelance, que ça marche bien pour lui, etc. En fait, si on revient au démarrage, il y avait pas tout ça. Il n'y avait pas Tribu Indé, il y avait juste moi. Et juste, en fait, un début de kiff, d'enthousiasme, de me Ouais, dire, ouais. en fait, ce mode de travail-là, parce que c'est pas un métier d'être freelance, c'est un mode de travail, ce mode de travail-là, il y a un petit truc que j'ai envie de creuser qui commence à me plaire. Et donc, tu vois, il n'y a pas de sujet de j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat, par le freelancing, c'est une vocation et tout. Non, en fait, je me suis pris d'intérêt pour ce mode de travail-là. J'ai vu un challenge et des opportunités. Et donc, tu vois, petit à petit, j'ai fait un peu mon chemin et quasiment 4 ans plus tard, bah, on est là tous les deux à discuter là-dessus. Et l'autre point, c'est, tu le dis, en fait, au début, j'étais débutant et j'ai accepté d'être un débutant. Et ça, je pense, c'est un truc assez intéressant et important d'avoir en tête, c'est que moi, j'aime bien ce mot explorateur, Ouais. passeur d'informations. C'est vraiment ce que j'essaie de faire, notamment avec les contenus que je peux créer. Tu vois, je me place pas en sachant, et même avec ce livre, bien sûr, ce livre, il est écrit par moi, mais je me place pas en sachant qui est en train de donner, de vous dire quoi faire exactement à telle et telle étape de son aventure freelance, mais plutôt de vous dire voilà ce que moi j'ai fait. Je vous partage comment est-ce que ça s'est passé pour moi, quels ont été potentiellement les échecs, les réussites. Et je vais aussi surtout m'inspirer d'autres personnes qui ont eu les mêmes méthodes de travail que moi, les mêmes approches que moi, pour essayer en fait, tu vois, d'en faire une sorte de blueprint, de méthode, de chemin qui peut aider en fait et faire gagner du temps à d'autres personnes, mais plutôt tu vois en passeur d'informations. Je transmets de l'info, euh, mais je me La, place pas au-dessus de tous les indépendants, quoi. Et c'est ça. Et la notion d'explorateur, en fait, moi aussi, enfin, j'ai un peu ce fil rouge-là, on va dire, dans Entreprendre et voyager. Et la notion d'exploration, en fait, et de chemin, elle est hyper importante parce que, euh, comme tu le disais toi-même, en fait, t'as pas explosé directement. C'est le résultat de plusieurs années derrière, de choses qui ont mûri, etc. Ça s'est pas fait, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et je pense, enfin, je veux dire, c'est pas, je pense que t'as pas explosé à partir du moment où tu t'es lancé, tu vois. C'est le résultat, Mm. je pense, de tout ce que tu avais appris avant et d'années de recul. Et c'est pour ça après bah, que quand tu as pu commencer à te nourrir aussi et passer au niveau supérieur, comme on disait, je pense que c'est là que tu as pu vraiment t'éclater et faire la différence, quoi. Ouais, exactement. Donc, on arrive au podcast Tribu Indé. Alors, ton envie, c'était bah, de te nourrir d'expériences de d'autres entrepreneurs, mais comment tu as vécu ces premiers échanges, le développement un peu du podcast? Pourquoi le format du podcast aussi? Je te dirais que, tu vois, donc si on revient, si on remet des dates, parce que je pense que c'est important de bien comprendre comment des projets aussi se créent en revenant vraiment, si tu veux, à l'idée de départ. Je me lance en freelance à temps plein, décembre 2018, janvier 2019. Le podcast ne sort que 3 mois après, en avril, enfin fin mars 2019, début avril 2019.
Ce qui se passe, c'est que pendant en fait, les 3 premiers mois, j'ai pas l'objectif de créer du contenu, mais plutôt d'atteindre des objectifs, notamment financiers. Je dis souvent que je voulais, et c'est le cas, mon seul objectif sur les 3 premiers mois de mon aventure à moi, c'était de retrouver le niveau de salaire que j'avais lorsque j'étais salarié. Ok, C'était l'unique objectif. Une fois que j'avais atteint cet objectif-là, j'avais un palier à franchir. Et c'est là où je me suis dit, pour franchir ce palier-là, je vais créer un podcast qui s'appelle Tribu Indé pour aller interroger d'autres indépendants. Voilà un peu, tu vois, l'idée de départ qui était pourquoi est-ce que je crée le podcast. Ensuite, il y a d'autres raisons sous-jacentes qui sont venues. Déjà, moi, je suis un consommateur de podcasts depuis des années. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais opéré un peu mon changement de plan de carrière lorsque j'étais en école. Tu m'aurais connu il y a… donc là, je pense qu'on était il y a 5, 6, il y a un peu plus, il y a peut-être 6, 7 ans. J'étais en audit à la Défense en costume cravate. Donc, on en est loin aujourd'hui. c'est Mais tu vois, c'est que j'ai un peu opéré ce changement-là. Je suis tombé aussi un peu dans les podcasts. Et donc, c'est un format qui m'a suivi et qui continue de me suivre, tu vois, quasiment au quotidien. d'accord. Donc, je connaissais déjà bien, tu vois, j'avais déjà bien apprivoisé le type de contenu que moi j'aimais bien, les codes aussi du podcast, comment est-ce que sont organisés les épisodes, comment est-ce que, tu vois, un peu comment les invités sont présentés, c'est quoi les rythmes des interviews qui fonctionnent bien, etc. Et puis, mine de rien, ça paraît bizarre aujourd'hui, mais en mars 2019, il n'y avait pas de podcast focalisé sur les indépendants. Il y avait beaucoup de podcasts business, beaucoup de podcasts pour les entrepreneurs. Donc, je différencie souvent l'entrepreneur du freelance. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais il y avait beaucoup de podcasts d'entrepreneurs qui avaient des équipes, qui étaient en train de scaler, qui allaient chercher, qui allaient lever des fonds, qui allaient à l'international, etc., qui sont des super bonnes problématiques, mais qui ne sont pas vraiment les problématiques d'un indépendant. Et donc, en fait, il n'y avait pas de podcast freelance sur les sujets purement business en freelance et sur des interviews, notamment sur des longs formats. Tu vois, mes épisodes font entre 1 heure et 1 heure et demie où on se concentre vraiment sur des choses très concrètes et un peu moins sur le sujet du storytelling, etc. Et donc, en fait, tu vois, toutes ces raisons font que Tribu Indé pop en mars 2019. Opportunité parce qu'il n'y a pas de podcast. Et donc, je sens qu'il y a une demande parce que si moi, en fait, j'ai envie d'avoir ce contenu-là, je me dis que je ne suis pas le seul. Deux, moi, ça me permet de manière très égoïste d'apprendre beaucoup plus vite d'autres indépendants qui sont bien plus avancés que moi. Et typiquement, c'est ce qui se passait, tu vois. J'interviewais un indépendant la semaine 1. La semaine 2, en fait, je pouvais directement appliquer ce que j'avais récupéré comme conseil et comme action. C'est vraiment concrètement ce qui se passait. J'avais des Google Docs, je me faisais même des fiches résumées de mes propres épisodes, en fait, T'as pour raison. me dire, OK, à la fin de ça, OK, j'ai eu cette idée-là, comment est-ce que je peux l'implémenter dans les prochaines semaines? Donc, il y avait ce besoin d'apprentissage, cette opportunité-là, et puis le format que je trouvais à la fois cool parce que c'est un format que j'aimais beaucoup. Et tu vois, je réussissais à avoir un attachement avec les créateurs de podcasts et les créatrices de podcasts que j'écoutais, alors qu'eux-mêmes ne me connaissaient pas. Mais si tu veux, j'avais un capital confiance qui était bien plus élevé que, par exemple, des vidéos YouTube ou même des articles de blog que je pouvais lire. Et je me suis dit, c'est un format qui me correspond bien, c'est un format assez intimiste. Moi, alors, je le suis de plus en plus, mais j'étais pas forcément à l'aise devant une caméra. J'avais pas envie d'avoir un gros setup, etc. Donc, je me suis dit, le podcast, c'est un bon format que je peux lancer assez rapidement aussi. Et initialement, ça devait être 10 épisodes. Ça devait être une capsule de 10 épisodes. Je fonctionne au plan de 90 jours. Et donc, tu vois, ça faisait Ouais. 10 semaines. Et puis une semaine pour préparer. Et puis une semaine pour conclure. Donc, ça faisait 12 semaines, 90 jours. Donc, on en est loin aujourd'hui. Mais voilà un peu comment est né ce projet-là et ces opportunités de faire Tribu Indé. Et t'avais pas des interrogations un peu par rapport à est-ce que ta voix va bien passer ou ce genre de choses? Tu sais que encore aujourd'hui, moi je trouve que j'aime pas ma voix. Ah ouais, personne n'aime Franchement, trop sa voix, c'est pour ça. donc je peux te dire que la première année, lorsque je montais les épisodes, c'était très compliqué. C'était très compliqué de m'entendre parce qu'effectivement, là pour le coup, tu t'entends, tu es obligé de te réécouter, de cutter, d'enregistrer les intros et tout. Donc moi, j'aime pas ma voix. Beaucoup disent que j'ai une voix de podcast, donc bon, pourquoi Ça pas. passe bien, ouais. Mais en tout cas, moi, j'aime pas ma voix, mais elle plaît, donc je continue. Et c'est un bon. Mais oui, tu as toujours des appréhensions. Et tu vois, même si. En fait, moi, ça m'a aussi beaucoup appris le podcast à formaliser des idées de manière claire, tu vois.
parce que tu n'es pas sur un format écrit où tu peux tu vois, revenir à la ligne, supprimer, etc. Même si là, tu peux faire des cuts, etc. Bah, en fait, tu es quand même sur une discussion et donc il faut que tu aies une clarté dans tes idées, dans tes arguments, presque dès la première fois, en fait, dès le premier essai, quoi. Bon, c'est peut-être une question, mais pourquoi Tribu Indé? Pourquoi ce titre? Est-ce que Alors, tu as figure-toi que- demandé à d'autres personnes ou est-ce que... alors tu sais qu'au début, le podcast ne s'appelait pas Tribu Indé, ça s'appelait Explore. Ok. Euh, donc, je suis très content d'avoir changé de nom. Mais il se trouve que, en fait, après, je te dirais, après même pas 2 mois, ouais, si 2 mois d'épisode, en fait, j'ai reçu, enfin, mes parents ont reçu chez eux un courrier recommandé. Et ma mère m'appelle, je me souviens encore, c'était un mardi matin parce que je sortais les épisodes le mercredi. Et donc, un mardi matin, ma mère m'appelle en me disant qu'est-ce que tu as encore fait, Alexis? J'ai reçu un recommandé pour toi à la maison. Est-ce que tu veux que je l'ouvre? Donc, je lui demande de l'ouvrir. Et il se trouve que c'était c'était un courrier d'un cabinet d'avocats qui me demandait de changer immédiatement et sans délai le titre du podcast parce que la marque était protégée, etc., etc. Ah, punaise. Pas de Ouais, bol. un peu de stress, tu vois. Un peu de stress à une journée de sortir un nouvel épisode, tout était prêt, enregistré et tout. Et ce qui se passe, c'est qu'en 4 jours, j'ai dû changer le titre. En gros, j'ai à la fois changé le titre du podcast, mais il fallait que je revoie toute la communication que j'avais faite, tout le contenu que j'avais déjà fait. Et ça a été grosse source de stress. Comment est-ce que j'ai essayé de... C'est très, très difficile de trouver un nom, surtout quand tu es stressé et quand si tu veux, tu as une deadline où il faut absolument changer le nom. C'est venu de plusieurs choses où je me suis reposé, en fait, puisque j'avais déjà fait, tu vois, 8 épisodes, je commençais à avoir un peu un positionnement, un angle du podcast, une identité. Et je me suis aussi basé beaucoup sur les retours que je pouvais avoir sur le podcast. Et je me suis dit, en fait, il y a plusieurs choses qui reviennent sur le podcast. Il y a ce côté collectif, Ouais. tu vois, où en fait, c'est pas des podcasts solo. Il y a ce côté indépendant, freelance qui était complètement marqué, qui l'est encore, même si je vais voir d'autres créateurs, des youtubeurs, des influenceurs, etc. Il y a toujours ce côté indépendant qui revenait. Et moi, j'ai été beaucoup influencé par les travaux de Seth Godin et d'autres marketeurs talentueux. Et il y a ce côté tribu qui est extrême, c'est un mot qui est extrêmement communautaire, tu vois. Et je trouvais ça sympa d'avoir allié tribu et puis indé, plutôt d'avoir tribu freelance parce qu'indé pouvait me permettre d'englober un certain nombre de sujets, un certain nombre de créateurs et de créatrices. Et donc voilà un peu comment a été créé Tribu Indé. Au début, je n'étais pas hyper fan je trouvais que ça sonnait, j'avais du mal à me l'approprier. Ouais. Et puis tu vois, aujourd'hui, c'est complètement naturel. Et je pense que pour les gens qui ont pas connu Explore, bon, le podcast est toujours appelé Tribu Indé et c'est un nom de marque comme un autre. Mais ouais, de toute façon, dès le démarrage, ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai essayé de sortir le plus vite possible mon nom du podcast. C'est-à-dire que c'était pas le podcast d'Alexis Là, ici, Minkela. ouais, ouais. Je pense que Je c'est voulais important. vraiment, ouais, exactement. Tu vois, je voulais vraiment avoir un nom qui soit dissocié de ma personne, même si bien sûr c'est moi qui suis derrière enfin voilà, c'est une réalité, c'est moi Oui, l'intervieweur, etc. voilà, on sait que c'est toi, mais je pense que c'est important effectivement de pas forcément prendre son propre nom Mm. entre guillemets, pour tout et n'importe quoi. Et comme tu disais, enfin, finalement, Tribu Indé, ça permet d'avoir un positionnement plus précis que Explore, qui était peut-être un peu trop En plus, Mm. généraliste. Donc, Complètement. Non, c'est donc, tu vois, j'ai profité ouais. de cet événement pour aussi en plus communiquer et ça a d'ailleurs fait un petit pic de communication. Ça m'a permis de préparer la transition avec le nouveau nom, etc. Et c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée en termes de branding et de marketing sur le podcast. Finalement, c'était un mal pour un bien, quoi. Exactement, ouais. Et donc, voilà, tu fais un certain nombre d'interviews, j'imagine. Euh, au bout de combien de temps tu dirais que tu as commencé à sentir un peu l'impact que ça avait sur les gens, que tu t'es dit que ça pouvait peut-être aller plus loin, que peut-être ça a eu des répercussions aussi bah, sur ton activité de freelance? Est-ce que ça a pris du temps ou finalement tu as eu un énorme boom, je sais pas. Écoute, pour être honnête, j'ai pas eu de grosses. Généralement, quand tu lances un projet, on te dit souvent, tu as une petite période un peu ce que moi j'appelle la traversée du désert où en fait il se passe pas grand-chose, quoi. Il faut juste que tu mettes en place la machine, que tu commences à être régulière ou régulier, et puis en fait, les personnes vont commencer à arriver, vont commencer à consommer le contenu. Il se trouve que sur ce podcast-là,
le démarrage a été assez… Enfin, si tu veux, j'ai pas eu cette traversée du désert-là. Dès les premiers épisodes, j'ai senti qu'il y avait un intérêt pour le podcast. Je l'avais déjà senti un tout petit peu avant, parce qu'avant de sortir le premier épisode, ce que j'ai fait, c'est que j'avais créé une landing page toute simple en disant, voilà, je sors un podcast, on va parler de tel sujet, euh, ça va s'adresser exclusivement aux freelances. Est-ce que ça vous intéresse de recevoir le premier épisode lorsqu'il sortira? Et tu vois, juste avec une petite landing page quelques jours avant, j'ai réussi à récolter 50, 60 emails. Alors aujourd'hui, tu vois, c'est pas grand-chose, mais en fait, à l'époque, ça me donnait déjà un signal où je me suis dit, en fait, il y a 60 personnes qui viennent de me donner leur email pour quelque chose qui est même pas encore sorti, sur lequel ils peuvent rien prendre, quoi. Ils peuvent rien regarder, rien consommer. Et en peu de temps Et, aussi. et en peu de temps, ouais. Et en fait, quand je l'ai lancé, j'ai tout de suite vu un intérêt qui s'est développé, bien sûr, au fur et à mesure du temps. Mais si tu veux, je me suis dit, OK, je pense que je suis à la bonne place. Et il y a eu aussi un facteur chance et opportunité où c'était le bon timing pour moi. Mais tu vois, assez vite, en fait, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et donc, bien sûr, après, tu affines le positionnement, tu affines le discours, tu affines le genre d'épisode, la manière dont tu vas aborder les épisodes. Mais dès le démarrage, tu vois, j'ai commencé déjà à sentir une petite traction. Euh, L'objectif ensuite, ça a été d'être le plus régulier possible, d'être au rendez-vous tous les mercredis pendant quasiment 2 ans. Alors, ça a été un peu moins le cas l'année dernière, mais j'avais une bonne excuse. Mais tu vois, sur les 6 premiers mois, mon seul et unique objectif, c'était le podcast. C'était de sortir le meilleur podcast possible, de mon point de vue, chaque semaine. Et donc, il n'y avait pas, tu vois, il n'y avait pas Instagram, il y avait une newsletter, mais Ouais, qui c'est était ce que juste j'allais te demander, ouais. c'était extrêmement promotionnel. Enfin, il n'y avait pas de contenu supplémentaire. Je partageais sur les groupes Facebook et puis ailleurs, mais tu vois, il n'y avait pas le site Tribu Indé. C'était à l'époque sur Alexis Minkela et c'était assez rapide. Mais donc, tu vois, je m'étais juste concentré sur une seule chose parce que je voulais faire une seule chose, mais je voulais le faire du mieux possible et que ça soit le plus qualitatif possible avant de rajouter différentes briques, la newsletter, Instagram, le livre, etc. Donc tout ça, c'est venu après. Donc ça, en fait, c'est vraiment le podcast qui a été le Ouais, déclencheur de tout le reste. C'est vachement intéressant. ouais, Et, complètement. et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc finalement, parce que le podcast, c'est quand même un format encore, même si ça se développe beaucoup, ça reste un format assez récent. Donc il y a un an de ça, un an et demi, t'avais peut-être pas autant de recul qu'on a aujourd'hui sur le podcast. Et comment, comment tu considères que tu t'es amélioré dessus? Comment tu as fait pour te dire ben, chaque mercredi, il faut que j'aille plus loin, faut que je m'améliore? Ça n'a pas dû être, ça a pas dû être évident. Non, c'est une bonne question. Déjà, en fait, si tu veux, il y a plein de choses que tu peux améliorer dans un podcast. Il y a déjà, si tu veux, la chose la plus visible pour les auditeurs et auditrices, eh bien, c'est les invités et la manière dont tu conduis tes interviews. Ça, c'était un vrai sujet et ça a été un gros challenge, notamment quand j'ai commencé à aller chercher et à aller interviewer des personnes qui avaient un peu plus de notoriété, qui avaient l'habitude de faire des podcasts, qui étaient assez visibles, etc. Le danger quand tu as ce genre de personnes-là en face de toi, c'est qu'en fait, elles soient en pilote automatique et qu'en gros, elles déroulent leur pitch habituel. Et en fait, d'un point de vue audience, si tu veux aller toucher une nouvelle audience, euh, bah en fait, enfin, les gens vont se dire, OK, en fait, cette personne-là va nous raconter ce qu'elle nous a déjà raconté sur X, Y, Z. Et donc là, tout l'enjeu, tu vois, de se perfectionner là-dessus, c'est de se dire, de passer beaucoup de temps sur la préparation des interviews. Et par exemple, j'écoutais, par exemple, tu vois, j'ai eu Charlotte Apieto sur le podcast. J'ai écouté toutes les interviews qu'elle a pu faire. J'ai quasiment lu tout son blog. J'ai regardé, j'ai épluché toutes ses publications LinkedIn, voir qui elle suivait, pourquoi, ses interventions, etc. Ce qui m'a permis, en fait, pendant l'interview, d'aller chercher des sujets sur lesquels personne ne l'avait interrogé. Et ça, en fait, ça a de la valeur à la fois pour l'audience et les auditeurs du podcast, mais aussi pour l'interviewer dans le cas de Charlotte, c'était en fait, elle a passé à la fois un bon moment et du coup, elle est encore plus à même de le repartager parce qu'il y a quelque chose de différent. Ça lui permet de montrer une autre facette de son business, un autre questionnement. Donc ça, c'est, si tu veux, la première chose, c'est de me dire, et toujours, c'est toujours le cas, bah, plus je développe le podcast, plus j'ai aussi envie d'aller chercher des invités qui sont différents, qui sortent un peu de mon écosystème. Et généralement, c'est des invités qui sont aussi parfois très sollicités. Et donc, tu vois, c'est de me dire, OK, comment est-ce que je peux trouver un angle différent? Parce que c'est ça aussi la clé. Pourquoi est-ce que le podcast, par exemple, Tribu Indé, c'est aussi bien développé dès le démarrage? Je pense qu'il y avait un vrai élément de différenciation par rapport à ce qui existait en termes de podcast. Si aujourd'hui, en fait, quelqu'un crée un podcast qui s'appelle
je sais pas, communauté indé qui reprend un peu les mêmes codes de tribu indé, je suis pas sûr que ça fonctionne parce que la place Ça, en fait est déjà prise. ça aura Euh, déjà été vu, ça aura déjà été fait. Mais exactement. est-ce que t'as pas peur, parce que moi je me pose toujours la question quand je fais mes interviews en fait, euh, c'est de tellement te nourrir en fait des interviews qui ont déjà été faites. C'est pas facile après tellement tu as été nourri dedans, de se détacher et d'arriver à être original. Il y a un peu cet équilibre à trouver entre trop s'imprégner et rester assez neutre pour rester surpris et rester ouvert à la discussion, je pense. C'est évident. C'est pour ça que tu vois, un des premiers critères que je choisis un invité, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre de cette personne-là. Mm. Et le critère de parce que un tel a une communauté et donc ça va être intéressant, c'est un critère qui vient, genre c'est le 4e ou 5e critère dans ma liste en fait. Le premier critère, c'est de me dire est-ce que je suis vraiment profondément intéressé par cette personne? Est-ce que si cette personne-là, je la rencontre dans la rue et que personne ne la connaît et qu'on échange 2, 3 mots, je vais être suffisamment intéressé pour aller discuter avec elle? Une fois que j'ai répondu à cette première question, la deuxième question, c'est de me dire ok, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre vraiment d'elle? Parce qu'effectivement, si je lui repose, enfin, si en fait toute l'interview, bien sûr qu'il y a des questions qui se recoupent pour reposer le cadre, etc. Mais si tu veux, si je calque une interview telle qu'elle par rapport à ce qui a déjà été fait ailleurs, en fait, moi, à titre personnel, de manière égoïste, je fais aussi le podcast pour moi apprendre des choses. En fait, si tu veux, l'information, je l'ai déjà. Et donc, moi, et c'est souvent ce que les invités me disent, c'est que je vais gratter quoi. Je sais que les invités qui viennent sur Tribu 1D, ils savent qu'ils vont se faire challenger, ils savent que je vais aller chercher de l'information qui n'est pas trouvable. Et donc, parce que en fait, si moi je me contente de la même réponse qu'un tel a pu donner dans une autre interview, en fait, moi, à la fin de l'heure, je suis content d'avoir discuté avec cette personne-là, mais je retiens rien d'actionnable et de concret pour mon activité. Et donc ça, en fait, tu vois, ça me convient pas, ça me plaît pas. Donc, c'est toujours, effectivement, c'est extrêmement difficile d'aller chercher de la nouveauté, mais je pense qu'il faut repartir de pourquoi est-ce que tu as vraiment envie d'inviter cette personne-là, au-delà de l'enjeu de notoriété, visibilité, etc. Je pense que ça, c'est un bénéfice collatéral, mais si tu veux, tu ne feras pas une très bonne interview si tu es simplement intéressé par l'audience ou le public de cette personne-là, et que c'est pour cette raison-là que tu l'accueilles sur ton podcast. Et ça tombe bien, ça va faire une bonne transition parce que moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est l'écriture. Mais j'avais juste une question avant qu'on Ouais. passe à ton livre et au processus d'écriture. C'est est-ce que, alors tu disais que tu as cherché par exemple à interviewer des personnes assez connues dans le milieu et effectivement avec une bonne réputation, bien implantées, etc. Mais est-ce que, à contrario, tu as essayé aussi d'interviewer des personnes, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire aussi, un peu plus entre guillemets lambda, moins connues encore, tu vois, qui en étaient peut-être encore plus à un démarrage pour voir un petit peu la différence en fait. Ouais, complètement. Si tu regardes le podcast, je pense que tu as 50% des personnes sur le podcast que les gens ne connaissaient pas du tout. Et si tu prends même, si tu te focalises sur les 10 premiers épisodes, euh, je pense à Octave Bannon, je pense à Mathias Abramovic, Rémi Rivas, euh, Paola Bracono. Ces personnes-là, personne ne les connaît. Et pourtant, tu vois, je prends l'exemple de Paola Bracono. C'est la nièce de Paolo Coelho, le célèbre écrivain qui a écrit un excellent livre qui s'appelle L'Alchimiste. Ça a été aussi la community, et ça l'est toujours, la community manager de Christina Cordula. C'est quelqu'un qui est dans l'ombre, que personne ne connaît. Et pourtant, elle a un parcours, elle a une histoire et elle a des conseils qui valent de l'or. Donc, effectivement, j'aime bien aussi avoir ce ratio. Tu vois, une personne assez connue pour 4 personnes ou 3 personnes un peu plus lambda, effectivement, en tout cas moins connues, mais tout Moi, aussi expertes dans le sujet. Effectivement, c'est toujours l'ambition que j'en ai et surtout de prendre des niveaux de maturité hyper différents. À la fois des freelances qui sont très, très expérimentés, des freelances qui sont aussi moins expérimentés, qui ont, tu vois, 1 an, 2 ans d'activité, pour effectivement, en fait, avoir des prises de position et des regards et un recul différent sur les sujets. C'est ce que j'essaie d'avoir. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Tu vois, c'est pas simple, en fait, d'aller chercher des gens qui sont pas très visibles, hors de ton propre écosystème, de ton réseau élargi. En fait, c'est compliqué. C'est pas simple. Aujourd'hui, je reçois pas mal de demandes d'interviews aussi, donc ça me permet aussi parfois d'en prendre un ou deux, ou sur un message, ça attise ma curiosité, je discute et je me dis qu'il y a un truc à faire. Mais ouais, je pense que c'est bien aussi de pas juste faire un podcast de superstar parce que du coup, tu as un peu un biais du survivant, tu vois, où tu vas interroger des gens qui ont 4, 5, 6 ans d'expérience, qui ont
si tu veux, connu un succès enfin, je veux dire, exponentiel et qui ne reflète pas vraiment la réalité de 80% des indépendants qui, en fait, démarrent tout doucement ou parfois, tu vois, qui changent de route, qui s'arrêtent un petit peu, qui reprennent, etc. Et c'est justement, moi je trouve que c'est justement les chemins qui sont pas tout tracés non plus qui sont intéressants et qui sont révélateurs comme tu dis, de la réalité aujourd'hui entrepreneuriale. Et quand on voit que la majorité des entrepreneurs abandonnent, hein, il faut le dire aussi, et bien, il faut arriver à voilà, équilibrer un peu tout ça. Mais tu Alors, vois, je te donne une petite exclue, vraiment en exclu. Là, tu vois, par exemple, je vais avoir bientôt des anciens freelances qui sont revenus dans le salariat. Parce qu'encore une fois, tu vois, l'idée, c'est pas de montrer que le freelancing, c'est le truc, c'est la seule voie possible, que en gros, si t'es pas freelance, tu as un peu raté ta vie. L'idée, c'est de montrer une sorte de gros pêle-mêle de tout ce qui peut se faire autour du freelancing de manière générale.